Les 3 méthodes pour négocier efficacement lors d'un achat immobilier. Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo. Et pendant ce mois de juillet, j'organise le mois juillet, le mois pour la propriété. C'est un ensemble d'informations que vous allez retrouver en vidéo pour simplement avoir les meilleures astuces dans votre recherche de bien immobilier, pour le découvrir afin de ne pas se faire flouer et ne pas passer à côté de certaines choses qui pourraient être importantes comme certains vices cachés. Tout ce qui va être lié au prêt immobilier également, comment l'obtenir, comment voir et négocier avec son banquier. Et la négociation, c'est toute cette semaine sur le bien immobilier en lui-même parce que très souvent, la meilleure affaire se passe directement à l'achat et non pas à la revente. Puisque à la revente, on ne sait pas comment sera le marché futur, alors qu'à l'achat, on le connaît le marché. Donc aujourd'hui, on va voir en termes de négociation les 3 méthodes principales qui sont utilisées dans le milieu immobilier et notamment quand j'étais chez Century 21. Donc des méthodes qu'on utilisait de manière assez classique. C'est des méthodes qui sont dites méthodes. Néanmoins, elles sont exprimées différemment dans le milieu de l'immobilier puisque ce sont simplement des leviers en fin de compte pour pouvoir utiliser la vente. Donc, on va voir en premier lieu la méthode des 4D. Et ça, on l'a vu déjà hier. Donc, forcément, tout ça, ça s'adresse à vous si aujourd'hui vous êtes dans un parcours d'achat immobilier. Donc, si vous voulez simplement acheter un appartement, une maison pour y vivre, ou pour une résidence secondaire, ou à la rigueur pour la mettre en location pour avoir des revenus locatifs. Donc, tout ça, finalement, ça va vous servir dans ces trois projets-là. La méthode des 4D, donc dette, décès, divorce, déménagement. Ce sont les causes qui regroupent quasiment 99% aujourd'hui des ventes. Pourquoi? Parce que les dettes, parce qu'un couple peut être effectivement endetté et donc du coup pressé de vendre. Le décès, ça peut être une succession par exemple. Un divorce, chacune des parties repart de son côté. Et un déménagement, ça peut être lié pour une raison familiale. Donc voilà. Donc les 4D, en fin de compte, se regroupent principalement et le fait d'aller chercher cette petite information, donc ça, alors très souvent vous ne l'aurez pas, parce que vous allez avoir en face de vous soit un négociateur en immobilier, un agent immobilier, communément appelé, qui va faire un peu frein à ce niveau-là et qui va pas vous dire, oui, mais telle personne ou telle maison est part parce que il lui arrive ceci, il lui arrive cela. Ça, ce sont d'une des informations qui restent confidentielles et de deux, ils vont pas vous le dire parce que ça pourrait effectivement accentuer cet effet de négociation. Par contre, vous allez avoir plein d'indices pour le savoir, ça. Vous allez avoir plein d'indices pour le savoir parce que quand c'est un divorce, on peut avoir, comme dans l'exemple d'hier de mes clients que j'ai coaché pour leur négociation. Je leur avais dit, la maison pour moi, elle a 6 ans, elle est en cours de remboursement, il y a 3 chambres, 100 et quelques mètres carrés. Au bas mot, elle a coûté tant. Parce que c'est une maison construction plus un terrain avec les frais, etc. Pour moi, vu la typologie, les photos, etc., le décor, pour moi, ce sont des gens qui sont relativement jeunes, entre 30 et 40 ans, et qui aujourd'hui sont en pleine séparation. Bingo, c'était exactement le cas. Parce que vous allez arriver dans un environnement qui va vous dire, oui, effectivement, ce sont des décorations qui sont assez dans tendance, que la maison est en vente alors qu'elle a 3 chambres, c'est quand même étonnant. Donc ça peut être forcément donc un divorce, ça peut être aussi un déménagement, parce que un déménagement, forcément une personne qui aujourd'hui habite sur Paris et demain est mutée à Brest, forcément il va forcément avoir besoin d'un logement. Et s'il est propriétaire du premier, il va vouloir être empressé à vendre le premier si jamais il est déjà parti. Donc voilà, ce sont les informations principales. Les décès, par exemple, ça se voit aussi dans le sens où c'était pas forcément d'une première jeunesse l'intérieur. Donc comme ça, c'est un peu plus flétri entre guillemets, on peut se douter que c'était une personne qui était plus âgée, qui avait pas envie de refaire des travaux. Donc du coup, si il y a une mise en vente par des enfants ou des personnes qui ont une quarantaine, une cinquantaine d'années, on peut se dire que le senior de 70-80 ans, du coup, il est plus là. Donc ça peut être également des choses. Donc bien observer l'environnement, bien observer les photos, poser des questions. Alors si c'est le négociateur en immobilier, vous lui posez quand même des questions. Si c'est la famille, alors là, régalez-vous, faut y aller pour le coup, faut poser la question. Oui, pourquoi vous vendez? Parce que j'aimerais savoir, quoi. Donc l'agent immobilier sera pas forcément tenu de vous répondre, ou il esquivera le truc. Je le sais parce que je le faisais moi-même. Mais voilà, posez la question. La deuxième méthode, c'est la méthode des règles de motivation sous-jacentes. C'est ce qui découle des 4D. Pourquoi? Parce que en fin de compte, quand vous allez avoir des besoins, en fin de compte, les
la personne a divorcé, donc elle va déménager pour solder ses dettes. Donc voilà. Donc on va avoir plusieurs règles qui vont arriver. Donc pressé de vendre. Pourquoi? Parce que il y a des dettes et que ils arrivent un petit peu couteau sous la gorge à un pré-relais par exemple. Il va y avoir par exemple un divorce pressé de vendre parce qu'ils veulent solutionner la situation. Un déménagement, ça va être également pressé de vendre. Il va y avoir d'autres règles de motivation, par exemple avoir un crédit en cours de remboursement. Donc là, on voit la dette, donc c'est pareil, ça permet d'avoir un levier parce que les gens sont pressés de vendre à ce niveau-là. Également, l'éloignement géographique, forcément le divorce. Le divorce, par exemple, monsieur veut se séparer de madame, donc du coup, il retourne plus proche de son travail. Madame, pareil. Le bien étant entre les deux, ils n'ont pas envie de faire des allers-retours. Pareil pour un déménagement, comme je vous disais, monsieur est muté à Brest, forcément, il n'a pas envie de passer son temps à faire des allers-retours pour faire des visites. Voilà. Par exemple, la personne qui est décédée, ses enfants, ils n'ont pas forcément envie d'aller faire 50 km pour pouvoir faire des visites un week-end. C'est pareil. Il y a également la difficulté financière qui rentre en ligne de compte, forcément tout ce qui est lié à la dette. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes ou qui peut être aussi également liées au divorce. Et ensuite, il y a le côté désimpliqué du bien. Et là, le désimpliqué du bien, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens qui vendent ne sont pas intéressés par le bien en lui-même. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés, donc ils vont pas être émotionnellement rattachés au bien. Et comme ils ne sont pas émotionnellement rattachés au bien, ils seront plus enclins à faire une négociation puisque pour eux, ce qu'ils vendent, c'est finalement pas à eux. Et ça, on le voit beaucoup dans les décès et les successions. On pourra revenir plus longuement là-dedans, mais il y a d'autres règles, encore une fois, mais ce sont les principales. Également, la troisième méthode, c'est quand on arrive vraiment à la négociation, c'est la notion de proposition contre-proposition. C'est-à-dire qu'on va arriver, vous avez un bien qui est vendu 190 000 euros, vous allez avoir donc un prix de vente à 190. On donne pas les frais, on s'en fout là-dedans, c'est un exemple. 190 KE, donc 190 000 euros. Vous allez arriver, vous allez faire une première proposition qui va être, par exemple, la plus basse pour des raisons de travaux, de budget, de ce que vous voulez. Ça dépend comment vous voulez accentuer votre levier de négociation. Vous faites une première offre à, par exemple, 165 000. Donc ça, vous faites une rédaction d'offre sur un document libre avec forcément les informations nécessaires. Attention parce qu'une offre, elle vous engage quand même pour aller jusqu'à la signature du compromis. Après, vous pouvez forcément vous rétracter si vous êtes non professionnel, mais ça, faut faire vachement gaffe quand même. Une proposition et une contre-proposition, ça se fait et ça se réfléchit. Quand on le fait, il y a des documents et des informations à mettre dedans. Donc également, n'hésitez pas à rajouter la condition suspensive d'obtention de prêt qu'on a vu en début de ce mois de juillet, qui est chose importante parce que si vous le mettez pas dedans, que vous n'avez pas le prêt, vous êtes peut-être bête, mais un peu engagé quand même. Alors, il y a toutes les chances que ça aille pas loin parce que c'est qu'une proposition, c'est pas un compromis, mais pensez bien quand même à rajouter ça dedans. Pareil, s'il y a une obtention de permis de construire, c'est là sous réserve. Le vendeur n'accepte pas cette proposition-là, du coup, vous allez faire la méthode de la contre-proposition x2. Et donc, du coup, là, vous allez faire une proposition plus haute. Il va revenir vers vous, il va vous dire, non, moi, je veux pas 165. Par contre, si vous me dites 180, je serais peut-être plus enclin à vous laisser la maison. Donc, lui, il va vous faire 180. Je suis pas sûr qu'on y voit bien, en fait. Hop. Là, vous vous dites, 180, c'est plutôt pas trop mal. Mais moi, mon budget, il était maximum à 172. Je vais avoir 6 000 de travaux, un truc comme ça. Donc, non, moi non plus, je veux pas l'accepter. Par contre, on va peut-être pouvoir se mettre d'accord à 160. On va peut-être pouvoir se mettre d'accord sur les 172 000 euros, etc. 170, 172 000 euros. Et là, du coup, la personne va être beaucoup plus enclin à négocier avec vous parce que vous êtes forcément beaucoup plus proche de son prix d'origine par rapport à la première proposition. Ça va de soi. Enfin, on fait tous pareil, par exemple, sur le Bon Coin, quasiment. Mais sur de l'immobilier, il y a quand même beaucoup plus d'enjeux. Donc, les leviers sont vraiment très intéressants. Je trouve que là, l'économie qu'on va faire, ça va être assez substantiel pour le coup. Et une fois qu'on est arrivé à là, généralement, quand on est sur la deuxième contre-proposition, donc vous avez fait une première proposition, il y a une contre-proposition. Vous refaites une proposition, il y a de nouveau une contre-proposition qui est arrivée ici. D'accord? Donc, du coup, vous allez dire, écoutez, on peut se mettre d'accord. Si à 176, vous êtes d'accord, et dans ce cas-là, on peut y aller. 176 acté. Hop. KE. Je ne sais plus écrire. Je vais même tourner le matin. Voilà. Et là, vous allez avoir fait quand même 14 000 euros d'économie, ce qui est quand même pas négligeable par rapport au prix de départ.
14 000 € par rapport au prix de départ, c'est peut-être bête pour le coup, mais si vous avez bien respecté tout ça en fin de compte avec ces méthodes-là, vous allez facilement y arriver. Déjà pour commencer, à la raison d'avoir une maison ou un appartement dans un endroit qui est un secteur plutôt conventionnel et pas un secteur tendu par l'urbanisme. Donc par exemple, tout ce qui est Paris, etc., n'y comptez pas, vous n'allez pas forcément avoir facilement des leviers de négociation de 10, enfin de 7-8%. Par contre, quand vous allez arriver un peu plus en périphérie, en campagne, etc., ça c'est plus facilement accessible. Donc là, on va être à 7,4% de taux de négociation par rapport au premier prix, ce qui fait 14 000 € de négociation qu'on peut obtenir relativement assez facilement, surtout avec les méthodes. Comme je disais, quand on est pas expérimenté, qu'on fait une première proposition, on n'a pas forcément l'envie d'aller loin et on a un peu peur. Et mes clients, par exemple, que j'avais coachés à ce niveau-là, et je leur avais dit, faut pas hésiter parce que vous allez avoir en face de vous, vous allez avoir des personnes qui n'ont pas envie de garder le bien a priori parce que je vous dis, pour moi c'était une séparation ou voilà, etc. J'ai également eu des négociations sur des divorces, sur des décès avec les enfants, donc bon, ça va avec. Et faut pas hésiter parce que on a tous une motivation, on a tous un prix finalement. Ça peut être parce que la personne, il lui reste 170 000 € à rembourser à sa banque, donc il lui restera 6 000, mais du coup il fait une opération où il ne doit pas d'argent. Ça, dans les divorces récents, c'est pas souvent le cas, notamment avec le marché aujourd'hui qui est un peu surcoté aujourd'hui à plus de 20% dans certains endroits. Donc là, il y a des personnes qui vont se retrouver en séparation d'ici 2-3 ans. Ils auront à peine payé les frais de notaire, très peu les frais d'agence par exemple, et ils vont revendre un bien qui aura pas forcément gagné en termes de valeur ou qui aura légèrement gagné, mais avec les frais qui vont être tellement plus importants qu'ils vont finalement perdre de l'argent. Donc bien faire attention. Comme à chaque fois, quand les cours sont hauts, c'est pas le moment d'acheter. Donc voilà, donc ça, ce sont les choses qui sont importantes. On peut revenir plus rapidement. Donc, alors je sais que tout ça froisse des gens à chaque fois. Non, la négo, non, les euros, etc. Bon bref, si aujourd'hui ça vous offusque, regardez pas la vidéo, ne regardez pas la suite. Par contre, si vous voulez des informations complémentaires, j'organise une conférence en fin de semaine. Vous avez le lien en description. Je vous invite à vous inscrire. Les places sont limitées pour le coup parce que le logiciel ne le permet pas. Et on s'y retrouve. Et ça, on le verra en détail. Vous pourrez poser toutes vos questions. Ce sera super interactif. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain.